Bonsoir à tous et merci de regarder RTI 1 dans le titre de ce journal. On parlera de l'école de la deuxième chance avec le Premier ministre qui appelle à inverser la tendance en matière d'enseignement technique. Robert Bugri-Mambé a visité ce vendredi le chantier du lycée technique d'Abidjan. Le site abrite la construction d'un internat qui devrait accueillir entre 2000 et 2500 élèves dès la fin des travaux. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a officiellement lancé sa rentrée budgétaire 2025. Le rendez-vous a réuni les principaux acteurs du domaine. Le ministre Bouaké Fofana a appelé à une gestion efficace des ressources allouées à son département pour l'atteinte des performances de programmes lancés. Et puis dans cette édition, nous irons dans la commune de Tiasalé à la découverte d'un centre de réinsertion sociale qui offre la prise en charge psychologique à des enfants difficiles. Un cas d'école qui donne de l'espoir aux parents et à leur progéniture en détresse. On démarre ce journal avec les activités du chef du gouvernement qui était ce vendredi au lycée technique d'Abidjan. Robert Bugri-Mambé y a présidé une cérémonie de remise de matériel informatique aux bénéficiaires d'un projet de l'école de la deuxième chance. Il a également visité le chantier d'un internat moderne, mixte, en construction sur le même site. Marie-Chantal Akandan, Adama Kéré. L'éducation et la formation occupent une place de choix dans la stratégie gouvernementale pour l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. C'est dans cette optique que le projet École de la deuxième chance offre à 525 jeunes une formation au métier du numérique, notamment en cybersécurité, en analyse de données, en développement web. Déployé dans les lycées techniques d'Abidjan et de Sinématiali, ce programme constitue, selon sa coordinatrice, une alternative pour ceux qui n'ont pu suivre un cursus académique classique. C'est un dispositif de transformation sociale, d'autonomisation de la jeunesse et la promotion de la femme et de la lutte contre le chômage par les compétences. Plusieurs apprenants ont reçu du matériel informatique remis par le chef du gouvernement et l'État ambitionne de faire du lycée technique d'Abidjan un pôle d'excellence en améliorant ses infrastructures. Le FDFP a réaffirmé son engagement à accompagner ce projet. C'est dans cette dynamique que s'inscrit notre double engagement. D'une part, l'accompagnement du programme École de la deuxième chance à travers la formation accélérée de 325 apprenants au métier du numérique. D'autre part, la construction d'un internat moderne de 2500 lits au lycée technique d'Abidjan, un projet d'envergure qui changera durablement le visage de l'enseignement technique et professionnel dans notre pays. De son côté, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a insisté sur la nécessité de revaloriser cet enseignement encore trop peu prisé. Il s'agit de créer les conditions idoines pour faire du lycée technique d'Abidjan l'un des centres de l'innovation technologique pour notre pays et pour la région africaine. Sous le leadership bienveillant et déterminé de son Excellence M. Alassane Ouattara, notre pays est en train d'opérer une révolution éducative en accentuant de plus en plus les efforts sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Les jeunes se doivent de saisir cette chance qui leur est offerte à l'effet de privilégier la formation au métier qui leur assurera une employabilité et une insertion professionnelle décente et durable. Seulement 6% des jeunes Ivoiriens suivent ce parcours, un chiffre jugé insuffisant par le chef du gouvernement qui souhaite en faire un levier clé d'insertion professionnelle. L'enseignement technique n'est pas destiné à ceux qui n'ont pas réussi. Nous sommes dans un championnat, le championnat de l'intelligence artificielle et de l'informatique. Est-ce que vous voulez être des consommateurs ou des producteurs? La question est là. Nous sommes venus vous encourager. Le président Alassane est en train de mettre en place un dispositif par lequel beaucoup de choses seront faites en Côte d'Ivoire à travers les matières scientifiques. Demain, la concurrence sera telle que si la Côte d'Ivoire n'est pas présente, ce n'est pas bon. Donc nous comptons sur vous. Ancien élève du lycée technique, le chef du gouvernement a témoigné de son expérience. Au lycée technique, il y a deux mouvements
qui se complètent, de la théorie à la pratique. L'enseignement technique a ceci de particulier. Le matin, on vous apprend les mathématiques. Et dans l'après-midi, à 14h, on se retrouvait dans les ateliers pour appliquer ce que nous avons appris le matin. Dans cette dynamique, de nouvelles infrastructures viendront renforcer l'attractivité du site. Un internat mixte de 2500 lits, un centre médical, un restaurant de 1050 places sont en construction avec une livraison prévue pour la rentrée 2025-2026. Les personnalités présentes ont d'ailleurs effectué une visite guidée des lieux, témoignant ainsi de la volonté de l'État de moderniser et dynamiser la formation technique en Côte d'Ivoire. Toujours au chapitre des activités du Premier ministre, Robert Begré-Mambé était hier jeudi dans la commune d'Atekoubé. À Lokodjro, il a procédé à la remise des clés aux souscripteurs du programme présidentiel de logements sociaux et économiques. Les détails avec Franck Odio. Après 2 années de tractation, satisfaction d'avoir enfin un chez-soi pour Mobio, jeune cadre souscrit au programme présidentiel des logements sociaux et économiques. C'est pas facile d'avoir un toit à Abidjan. Et bon, en tout cas, avec les difficultés, c'est quelque chose que j'ai fait mes pieds. Aujourd'hui, bon, je peux dire que je suis satisfait. 4 pièces sur un bâtiment R+, à Lokodjro, commune d'Atekoubé, un des sites concernés par ce programme, visité ce jour par le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé pour la cérémonie officielle de remise de clés. Ici, 1072 logements construits par 4 opérateurs sont concernés. En ce qui concerne la typologie et les coûts de ces logements, il s'agit essentiellement d'appartements, de villas basses de 3 pièces de type social, accessible entre 10 millions et 15 millions de francs CFA TTC. D'appartements et de villas de 4 pièces de type économique avec des tarifs allant de 16 à 28 millions de francs CFA TTC. Je remercie son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, grand bâtisseur et travailleur infatigable pour sa vision en matière d'accession de tous ses citoyens à la propriété immobilière. Le programme présidentiel des logements sociaux et économiques connaît un coup d'accélérateur selon le ministre de la Construction. Grâce à l'engagement du président de la République et aux efforts du gouvernement, ce programme a déjà permis la réalisation de plus de 40 000 unités de logement. Pour rappel, la tournée entamée en ce début d'année par M. le Premier ministre porte sur la remise de 4 672 clés, 2707 remises sur les sites de Grand Bassam de Bégerville au mois de février dernier, 1072 que nous remettons aujourd'hui et bientôt 893 qui seront remises lors de l'étape de Songon-Kassamblé. L'accès pour tous au logement, quel que soit son statut, c'est l'ambition de ce projet et Robert Begré-Mambé se veut rassurant. Il y a une palette de choix adaptés à chaque Ivoirien. L'État de Côte d'Ivoire prend en charge 30 à 50% du coût du logement. Maintenant, pour tous ceux qui n'ont pas de compte bancaire ou qui ont des comptes bancaires mais qui ont des difficultés à avoir accès au crédit, le président Alassane a mis en place une nouvelle politique pour laquelle le ministre de la Construction et nous avons déjà amorcé la réalisation. C'est le site de la BAE Yopougon, c'est le site d'Akoupé-Zegui, ça va être le site dans plusieurs localités. Nous aurons au total 25 000 logements, mais ces logements sont des logements en location-vente. Appel aussi aux nouveaux acquéreurs à maintenir propre et sain ce nouveau cadre de vie. Le Premier ministre, à charge d'ailleurs de ce portefeuille, a fait don de matériel sanitaire comme à chaque étape de remise de clés. Direction Yamoussoukro avec le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme qui était hier jeudi et ce vendredi devant les sénateurs du groupe RHDP, tous membres de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales. Sans Kambile leur a soumis plusieurs projets de loi. Charles Tato. Ces projets de loi viennent pour rendre irréprochable le fonctionnement des services juridiques et ceux de l'état civil de Côte d'Ivoire. Le premier relatif à la loi de 2024 déterminant les règles et procédures relatives
aux différends en matière de mesures d'exécution forcée et de saisie conservatoire. Le second, modifiant l'article 4 de la loi de 2022 portant création, compétences, organisation et fonctionnement du pôle pénal, économique et financier. Et le troisième relatif à la loi de 2018 relative à l'état civil. Les sénateurs, membres de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales, ont consacré l'approbation de ces 3 projets de loi à l'après-midi de la journée du jeudi. La journée du vendredi, quant à elle, a été consacrée à l'approbation de 2 autres projets de loi, respectivement portant organisation des juridictions et déterminant les procédures applicables aux contentieux relatifs au bail, à usage d'habitation et à l'exécution des décisions d'expulsion d'un immeuble. Depuis des années, toutes nos juridictions sont encombrées par des procédures interminables qui ne finissent pas. Des personnes qui ont construit leur maison quand ils étaient en fonction, au moment de leur retraite, ils veulent rentrer en possession de leur maison, impossible, parce que le locataire refuse de partir. Il y a des propriétaires qui ne sont pas payés depuis, il y a des locataires qui sont expulsés de façon abusive. Il fallait donc régler ces questions-là. Et on s'est dit, à défaut de pouvoir agir sur le texte de la construction, il fallait agir sur ce qui relevait de la compétence de mon département ministériel, c'est-à-dire tout ce qui concerne le délai de procédure et autres, afin d'encadrer l'action des juges, l'action des commissaires de justice. Jean Sansan Kambilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a éclairé sur les contours des différents articles de ces 5 projets de loi. Autre chose à présent avec le Comité technique national d'excellence 2025 qui a tenu sa première réunion hier jeudi. Les enjeux, le mode opératoire était au menu des échanges et une tournée d'information dans plusieurs villes pour rapprocher davantage des Ivoiriens de la réalité de ce prix institué depuis 2011 par le chef de l'État a été annoncé. Les précisions de Franck Quadio. Première réunion du comité technique du prix national d'excellence 2025. Le directeur du cabinet du Premier ministre Robert Begré-Mambé, président d'ailleurs, ce comité donne déjà les grandes lignes du chronogramme. Le Premier ministre a demandé que la communication soit renforcée davantage cette année. On avait déjà fait des efforts l'année dernière avec l'instauration de l'inscription en ligne, mais le Premier ministre nous a instruit de faire des visites de terrain à l'intérieur du pays. Que le secrétariat permanent et une équipe de la primature se déplacent pour aller auprès des populations, pour expliquer le prix d'excellence. Boaké Yamsokro, Kourougou, Abengourou et Man, dès le 20 mars prochain, suivi mi-mai de la période de traitement des dossiers et leur examen par le comité technique à la mi-juin. Karim Traoré engage les membres à travailler avec transparence et équité. Nous sommes dans un processus totalement transparent. Nous avons un seul objectif, faire en sorte que le processus permette de faire émerger les personnes qui méritent véritablement dans leurs domaines respectifs. Il n'y a pas d'autre objectif. Le prix national d'excellence, institué par le chef de l'État en 2011, a déjà attribué 812 distinctions. Pour l'édition 2025, la 12e, la plateforme en ligne, ouverte le 1er février, sera fermée le 30 avril 2025. Un budget de 427 milliards de francs CFA pour l'hydraulique, l'assainissement et la salubrité. Le ministre Boaké Fofana exhorte les acteurs à une gestion rationnelle de la manne financière. Un séminaire s'est tenu sur l'exécution de ce budget 2025. On retrouve l'éclairage du Grace Kando. Plus de 427 milliards de francs CFA, tel est le budget du ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité au titre de l'exercice 2025. Ces fonds serviront à amplifier les actions sur le terrain pour le bien-être des populations, d'où cette rencontre des acteurs de la chaîne d'exécution afin de leur donner des orientations pour une exécution optimale et rationnelle du budget. C'est l'occasion pour nous de profiter pour faire une formation à tous les acteurs du budget et faire en sorte que le budget soit exécuté de façon efficace
à travers les opérations de drainage et du ramassage des ordures ménagères. Et donc, il est tout à fait important que nous puissions faire en sorte que les opérations que nous avons réalisées cette année aient un impact sur les populations. Pour élever ces défis, un cadre de réflexion s'impose, selon le ministre Bouaké Fofana. Nous devons nous atteler à faire en sorte que les dotations allouées aux dépenses publiques servent effectivement à remplir les raisons de leur affectation. Il s'agit, en d'autres termes, de garantir la concordance entre l'exécution financière des budgets et l'exécution physique. Depuis 2020, notre pays est résolument engagé dans l'élaboration et l'exécution de son budget en mode budget-programme. Pour rappel, le budget du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a été adopté à l'Assemblée nationale en décembre dernier. Dans le but d'améliorer les infrastructures sociales et de renforcer la protection civile, le Japon et le PNUD viennent d'offrir du matériel à notre pays, des dons qui serviront aux régions du Bunkani et du Chologo, eu égard à leur position stratégique dans le nord du pays, des zones proches des pays voisins confrontés à l'insécurité et à la menace terroriste. Nous Sangaré. Du matériel roulant, de sauvetage, de protection, ainsi que des équipements informatiques et bureautiques ont été offerts à l'Office national de protection civile et à la Direction générale de la décentralisation et du développement local. Ce don, d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA, provient de l'ambassade du Japon et de l'Agence japonaise de coopération internationale en collaboration avec le PNUD. Il s'inscrit dans le cadre de 2 projets majeurs: le renforcement de la protection civile pour une cohésion sociale durable et l'amélioration des infrastructures sociales dans les collectivités locales du Nord. Aujourd'hui, nous remettons à l'OMPC 5 véhicules de liaison, 5 ambulances, des équipements de protection individuelle et de sauvetage, du mobilier du bureau et de casernement. Un second projet financé par la JICA vise à améliorer l'accès aux services sociaux dans les régions du Bunkani et du Chologo. Afin de soutenir les efforts de votre gouvernement, les 2 projets que nous sommes en train de co-créer avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire, le PNUD et la JICA permettent de développer davantage les relations d'amitié entre nos 2 pays. Un geste qui illustre la solidité des relations entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vangodo Diomandé, a exprimé au nom du gouvernement sa gratitude envers le Japon et les partenaires techniques impliqués dans cette initiative. Au nom du gouvernement ivoirien, je voudrais me réjouir de cette coopération exemplaire avec le peuple japonais. En me tournant vers les bénéficiaires, je voudrais vous demander, de la même manière que vous prenez bien soin de vos familles respectives, comptez ces équipements parmi les membres de votre famille et prenez-en soin comme il se doit. Avec ces équipements, les services de protection civile et les collectivités locales disposent désormais de moyens renforcés pour mieux protéger et servir la population. Plusieurs composantes des forces armées de Côte d'Ivoire et leurs chefs hiérarchiques ont été conviés à une rupture de jeûne collective du Ramadan. Plusieurs confessions religieuses étaient également présentes à l'hôtel des armées du camp Gallieni. La Grande Mueda a reçu un don de 150 millions de francs CFA du chef de l'État. On en parle avec Walter Amadou Ouattara. C'est par le sermon de l'aumônier militaire musulman que s'ouvre cette rupture collective de jeûne. L'iftar est expliqué. En rompant notre jeûne, nous réalisons à quel point chaque bienfait, aussi simple soit-il, est une bénédiction. L'eau que nous buvons, la nourriture que nous consommons sont des dons qu'Allah nous accorde. Lorsque nous nous asseyons à la même table, nous dépassons nos différences de rang. La traditionnelle rupture collective de jeûne des forces de défense et de sécurité permet aux guides religieux musulmans soutenus par les pères catholiques, protestants et ceux des églises révélées d'Afrique de faire des bénédictions et des prières pour le renforcement du climat de paix en Côte d'Ivoire. Le recueillement chez les chrétiens comme le recueillement chez les musulmans. La synergie qui anime nos cœurs, et nous savons que le Seigneur peut rester inattentif à nos prières. C'est pourquoi nous lui disons, Seigneur, nous te confions notre pays, car c'est toi qui es le véritable protecteur.
nous prions pour le président de la République afin que le Seigneur lui accorde la santé. L'Association musulmane des militaires et paramilitaires de Côte d'Ivoire apporte également sa contribution à cette rencontre du partage et du raffermissement des liens de fraternité selon les prescriptions d'Allah. Le ministre d'État, ministre de la Défense, se réjouit de la mobilisation et de l'engagement des guides religieux pour la paix en cette année électorale. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, remercier les guides religieux qui font des prières et des bénédictions pour le pays. Depuis bientôt 15 ans, la Côte d'Ivoire est en paix. Et la Côte d'Ivoire est en paix grâce aux actions des uns et des autres. On peut avoir des divergences de point de vue, des divergences d'appréciation, mais il faut retenir que le plus important reste la Côte d'Ivoire. Nous avons des acquis, il faut les préserver. Avant la prière du Taraoui, la bonne nouvelle de ce jour, c'est l'annonce du don en vivres et en numéraire d'un montant global de 150 millions de francs CFA de la part du président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Le ministre Abdallah Mabri Touakeus recevait aussi à son domicile plusieurs membres du gouvernement et ceux du corps diplomatique pour une rupture des jeunes collectives. Un grand moment d'intense spiritualité avec le président du COSIM qui a formulé des vœux de paix pour la Côte d'Ivoire. On regarde le temps fort de cette rencontre avec Ahmed Traoré. Président d'institution, membre du gouvernement, ambassadeur, président d'organisation et autres personnalités étaient tous présents à la rupture de gêne initiée par le ministre Touakeus Mabri et son épouse. Mettant les petits plats dans les grands, les invités du couple Mabri ont eu droit à un somptueux repas avant la grande prière du soir. Occasion pour l'ordre du jour d'exaucer des prières pour obtenir la clémence d'Allah en ce mois de pénitence et d'intense spiritualité. Le Ramadan, c'est le moment de la ziara, mais c'est aussi les iftars collectifs que nous organisons qui permettent d'échanger les vœux mutuellement, mais aussi de nous soutenir dans l'épreuve du jeûne du mois de Ramadan. Nous sommes là pour recevoir les bénédictions des uns des autres, qu'à la face que le Ramadan 2025 soit facile pour nous, Allah nous accorde l'élévation, renforce notre fraternité, garde le président Alassane Ouattara, garde sa main forte sur la Côte d'Ivoire et y apporte la paix, fasse de nous un pays de partage et d'hospitalité. Au nom des invités du jour, l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire a remercié le couple Mabri. Il a renchéri en affirmant que le musulman jeûne pour montrer sa soumission à Allah et obtenir des bénédictions. Cette soirée s'inscrit dans le droit fil des enseignements de notre prophète, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que notre cher frère Mabri perpétue en son domicile. Je suis très heureux de voir qu'il y a un partage, une communauté, une fraternité qui émane de cette réunion d'aujourd'hui, et c'est exactement l'esprit de notre noble religion. Le cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, COSIM, a formulé des vœux pour le couple Mabri, également pour la paix en Côte d'Ivoire. Dans le domaine de la santé, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le projet de développement durable et inclusif des villes secondaires, un projet financé par la Banque mondiale, vient de remettre des équipements médicaux au centre de santé de la commune de Bouna. À travers ces équipements d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA, l'État entend renforcer le plateau technique de ces centres de santé afin de faciliter la prise en charge des patients. La remise de ces équipements médicaux a eu lieu hier jeudi 13 mars dans les locaux de la préfecture de Bouna. Je vous le disais à l'aube de ce journal, on se rend maintenant à Tiasalé où un centre s'illustre fort bien dans le domaine de la réinsertion sociale. Plusieurs enfants devenus incontrôlables y ont trouvé refuge le temps d'un réconfort et d'un accompagnement psychologique des enfants difficiles en quête de repères qui voient enfin le bout du tunnel, un brin d'espoir relaté par Eugène Atoubé, auteur de ce focus. On regarde. Il a 23 ans et se nomme Koneïssa.
À Tiassalé, où il vit aujourd'hui, ce jeune homme s'adonne à des activités agricoles. Il cultive du maïs, du manioc et de l'ananas sur des lopins de terre, propriété du centre Onésime. Parallèlement à ses occupations, Koneïssa bénéficie d'un travail rémunéré au sein de ce centre en qualité d'éducateur associé. Quand il s'est arrivé ici, il s'est distingué par son obéissance, par son ardeur au travail, par son abnégation, vraiment sa volonté de réussir, de répartir de nouveau. Il y a un moment là, tu peux déconner, mais il faut te ressaisir. Il faut prendre un bon chemin. Par exemple, avec bon chemin, ce n'est pas bon pour toi-même, c'est pas bon pour tes parents. La présence de Koneïssa au centre Onésime a une histoire. Salarié certes, mais surtout ex-pensionnaire pour y avoir séjourné 2 années et demie durant, à l'issue d'une condamnation à 2 ans à la maison de correction pour mineurs. Les pensionnaires le connaissent bien et le respectent, toujours prêts à leur donner les conseils d'usage pour opérer le changement qui les conduise sur le droit chemin, celui d'un nouveau départ pour leur resocialisation. C'est qu'ils puissent s'en sortir et puis puissent s'entreprendre à faire quelque chose de la nature, ne plus retomber dans ce qu'il était avant. Pusta va bénéficier d'une ferme de poulets dans le cadre du programme Post-Onésime, l'installer à Andé et de faire de lui un homme autonome pour qu'il puisse prendre sa vie en charge. Fréjus Kofi Kwame vit maintenant à Sikensi où il est employé dans une porcherie. De cette activité à laquelle il associe sa nouvelle vie, l'ancien pensionnaire du centre Onésime tire l'essentiel de son revenu. Le temps a passé et le jeune homme montre littéralement et profondément qu'il a changé à l'issue de son séjour pour sa resocialisation. C'est une grande fierté que ce centre tire de ce que sont devenus aujourd'hui Fréjus et Issa. Il était en Bayako, il faisait les choses pas possibles, donc il a su une formation au centre Onésime. C'est ça, il est venu en stage. Donc quand il a fini la formation, quand il est venu faire le stage, il a fini le stage. Il m'a embauché, on dit bon, il est bien, il travaille bien. Donc il avait changé, donc il travaille ici maintenant, on me paye. Je suis à l'aise, ce que je veux, je gagne. Je suis heureux de moi-même. Allez là. Depuis l'établissement du centre Onésime en 2019 à Tiassalé, ce sont 131 pensionnaires qui y ont séjourné. 99 de ceux-ci, tous des enfants en contact avec le système judiciaire, ont pu être intégrés. 16 sont retournés en famille. Un travail titanesque au quotidien au bénéfice des enfants et de leurs parents respectifs. C'est le cas pour la cuvée 2024 où sur un total de 31 pensionnaires, 28 ont réussi leur parcours, la satisfaction des parents, mais 3 recalés. Merci à toute l'équipe de Onésime pour le travail qu'ils ont bâti. Grâce à Onésime, grâce à Dieu, vraiment, il va pouvoir faire quelque chose de ses 10 doigts. Tous nos enfants qui passent à Onésime, après Onésime, ils ne sont pas laissés pour compte. Nous les suivons, nous cherchons du travail pour eux et nous les encadrons. Nous faisons de l'alphabétisation, nous faisons des causeries à terme et l'éducation aux droits de l'homme et au civisme. Dans leurs efforts de resocialisation des enfants en contact avec le système judiciaire, il arrive que les responsables du centre Onésime soient contrariés. 14 fugues relevées. Illustration de la faiblesse des moyens de surveillance de ce centre. Pendant le séjour des enfants ici, nous travaillons à ce que les parents soient impliqués dans leur prise en charge, de sorte qu'ils puissent assurer la relève. Mais en plus du fait que l'enfant retourne en famille, Onésime ne s'arrête pas là, nous faisons ce qu'on appelle le post-Onésime. Le post-Onésime qui nous permet, au travers duquel nous maintenons le contact avec l'enfant. Nous avons des visites auprès de ces enfants dans leur famille, sur leur lieu de travail, et ça nous permet même de les rassembler au travers d'une activité qu'on appelle le Forum des anciens Onésimes. Une ONG suisse, Chrysalite, qui nous soutient à 80% de nos besoins. En interne, nous devons couvrir 20% que nous n'arrivons même pas à mobiliser. Qu'on puisse avoir une subvention et que l'ONG puisse être hissée au rang d'une ONG d'utilité publique qui puisse avoir des facilités pour pouvoir se prendre en charge. Les pensionnaires du centre Onésime qui œuvrent pour le compte de l'ONG Fraternité des prisons reçoivent les enfants en contact avec le système judiciaire
des enfants de la rue ou pour l'éducation desquels les parents sont impuissants. Ils y reçoivent une éducation classique, une éducation spirituelle en fonction de leurs croyances et des formations en agroécologie, en élevage et divers d'autres domaines comme la sculpture. Dans l'actualité hors de nos frontières, après 2 ans de conflit, le Soudan présente désormais la plus grande et la plus dévastatrice des crises humanitaires au monde. C'est ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies a évoqué hier jeudi à New York. Plus de 30 millions de personnes auront besoin d'assistance humanitaire et la moitié d'entre eux sont des enfants. Ils sont menacés par la famine, les vagues de contagion de maladies infantiles et de plus en plus par les violences sexuelles des miliciens. Le milieu humanitaire dénonce que le conflit tombe dans l'oubli et que la communauté internationale ne se sente plus concernée. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir accordé de votre attention et bonne suite du programme sur RTIA.